Bienvenue à tous à ce nouveau et dernier rendez-vous de l'actualité sur la télévision nationale. Bonsoir mesdames, messieurs, voici le sommaire. Long de 85,80 km, la traversée Kétou-Idigny-Igbodia-Savè sera bientôt bitumée avec ses bretelles et les agglomérations seront aménagées. Le projet est lancé ce matin, les précisions à suivre dans ce journal. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin s'engage dans la mise à jour de ces tests. Les opérateurs économiques ont été conviés à la réflexion du toilettage des tests en vue de faire de l'institution un véritable levier de développement économique du pays. Et puis la triste nouvelle est tombée ce matin. Marcel Alain de Souza n'est plus. Âgé de 65 ans, l'illustre disparu aurait été victime d'un arrêt cardiaque. Ricardo Lekpekou revient dans ce journal sur le parcours de l'homme. Campagne d'information et de sensibilisation des ouvriers du Bénin révélé dans la commune de Lalo. Ils ont entretenu les fils et filles de cette localité sur les nouvelles réformes engagées par le pouvoir en place et la nécessité de respecter les lois mises en vigueur. Marcel Betoro et Wenceslas Sawaimon pour le compte-rendu. Aider le gouvernement de Patrice Talon à mieux atteindre les objectifs visés par les nouvelles réformes engagées, c'est la noble tâche que les ouvriers du Bénin révélent. Ce matin, nous sommes à Lalo, comme vous le remarquez, pour expliquer à la population de Lalo les réformes, surtout dans le domaine de l'arche. Au niveau, par exemple, des subventions avec les ATDA pour les paysans, pour toute autre personne, ce qui leur est apporté. Nous passons en même temps pour leur expliquer qu'il faut aller se faire enregistrer pour les prânes. Donc, nous parlons également du sachet, parce que bientôt, la loi va prendre effet, où les mesures coercitives vont être mises en place. Les gens seront arrêtés. Alors ils diront, je n'étais pas informé. Nous nous sommes donnés comme engagement d'aller le leur expliquer et les avertir à temps pour qu'ils ne se fassent pas prendre demain. Leur attente après cette rencontre est l'accompagnement de la population de Lalo vis-à-vis des décisions du pouvoir exécutif. Nos attentes, c'est que nos populations nous comprennent, expliquent pour ceux qui sont venus nombreux, qu'ils expliquent aux leurs qui ne sont pas venus, afin que chacune des personnes ici présentes deviennent des ouvriers comme nous et aillent l'expliquer dans leur maison, dans leur contrée, à leur petite famille, les réformes mises en place par le chef de l'État pour que le développement devienne une réalité. Parce que sans information, il n'y a pas de développement. La première autorité de Lalo accueille bras ouverts l'initiative. Vraiment, je veux dire que c'est une joie pour moi d'être avec ma population aujourd'hui pour entendre alors les nouvelles des ouvriers du Bénin révélés. Tout individu a droit à l'information. Et c'est le combat que comptent mener les ouvriers du Bénin révélés dans tous les départements du Bénin. Car le respect des lois et tests en vigueur est gage d'un développement certain. Les populations et autres usagers de la route Kétou-Savè peuvent se réjouir. Cette route et ses bretelles seront bientôt bitumées. Les travaux ont été lancés officiellement hier mardi 16 juillet à Kétou. Le désenclavement de la région était devenu une nécessité pour plusieurs raisons évoquées dans ce reportage de Ghislain Poguet et Jules Akoikou que je vous invite à suivre. Une plaque dévoilée, un chantier ouvert. Celui de l'aménagement et du bitumage de la route Kétou-Idigny-Igbodia-Savè, long de 85 km 80, et de ses bretelles Omou-Iladji, Monsougabe, Ayekotonian, mesurant 26 km 60, et Savè-Okeowo, 27 km 50. Des travaux de terrassement, de drainage et de signalisation sur près de 139 km, avec un pont de 200 mètres sur le fleuve Opara. Travaux à réaliser en 36 mois par Consorcio Constructor de Estradas. Un ouvrage attendu depuis si longtemps. Permettez-moi de vous transmettre la joie qui anime la jeunesse de Kétou et de Savè qui attendait d'ores et déjà le lancement de ce projet salutaire grâce à la volonté affichée du gouvernement avec à sa tête son Excellence le président Patrice Talon. L'aménagement et le bitumage de cette voie qui relie Kétou à Savè aura pour principal impact le désenclavement d'une région, grenier du département du Plateau. La plupart du céréales et de tubercules, manioc et niam qui sont cultivés dans la commune de Kétou prennent part
cette voie. Le projet fait partie du programme quinquennal d'action du gouvernement. Il comporte une spécificité dans les agglomérations. En profil en travers, nous aurons une chaussée de 7 mètres de large qui aura 2 voies de 3,50 mètres chacune. Dans les agglomérations de Kétou et de Savet, nous aurons une structure en 2 fois 2 voies. La route Kétou-Idigny-Igbodja-Savet et ses bretelles vont coûter 105 998 160 000 francs CFA. Elle est financée à 95% par le Brésil à travers Banco do Brasil, le Bénin prenant en charge les 5% restants. Le lancement officiel ce jour des travaux d'aménagement et de bitumage de la route traduit l'effort du gouvernement brésilien pour contribuer à la construction d'infrastructures modernes au Bénin. Ces travaux qui viennent d'être lancés s'ajoutent à une longue liste. L'aménagement et le bitumage de la route Natitengu-Bukumbe-Frontière, la construction du boulevard de la Marina à Cotonou, la réhabilitation de la route Dassa-Savalou-Djougou, l'aménagement et le bitumage de la route Djeregbe-Djaoode, l'aménagement et le bitumage de la route Lokosa-Deve à Plaroué, l'aménagement et le bitumage de la route des pêches première phase, l'aménagement et le bitumage de la route Abomey-Djidja, Tofo-Lalo, Agbaïzou, Abomey et les bretelles, l'aménagement et le bitumage des routes Zayenado-Banamé-Pamouyan, Kové-Banamé et Kogede-Zakota, l'aménagement et le bitumage des routes Miseseto-Zivier, Sédié-Denou-Zé et route nationale inter-État numéro 1, c'est-à-dire de Kokokodi, Evier, Wedo, Kalavi-Pota. La reconstruction de la route Porto-Novo à Promisérété en 2 fois 2 voies et l'aménagement et bitumage de la route Pobé à Djawere-Mwehi. L'aménagement et le bitumage de la route à Promisérété, Pobé, au Bel-Air, frontière du Nigeria. L'aménagement et le bitumage de la rocade de Porto-Novo, la réhabilitation et le renforcement de la route nationale inter-État numéro 2, tronçon Boyiko-Dassa-Parapou, la construction du pont de Tové-Bamé sur l'axe à Promisérété, Pédéport. Le chantier verra se déployer plus de 300 engins et mettra à l'œuvre plus de 500 employés. Faire de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin un puissant levier de promotion économique. Cela passe par la relecture des tests et une large concertation avec les opérateurs économiques. Pour y arriver, une rencontre d'échange a été organisée mardi dernier au siège de l'institution. Reportage. La CCIB, Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Une chambre au service des opérateurs économiques depuis une centaine d'années. L'heure est aujourd'hui à la relecture des tests afin de donner une nouvelle dynamique à cet instrument de promotion économique. Cette rencontre s'inscrit dans cette logique. L'apport des opérateurs économiques est souhaité pour ensemble relever le défi. Vous savez qu'il y a des problèmes de gouvernance au niveau de la Chambre, des problèmes qui ont un lien aussi avec le processus électoral, la question de représentativité des élus. Donc le gouvernement a mis une administration provisoire en place au niveau de la Chambre pour adresser ces problèmes-là. Donc des projets de tests ont été préparés et il y a lieu, avant que ces projets de tests ne fassent l'objet d'adoption en Conseil des ministres, que nous consultions largement les opérateurs économiques qui connaissent les problèmes de la Chambre, qui utilisent la Chambre comme outil de promotion de leurs affaires, pour avoir leur avis, leurs remarques, leurs observations sur ces projets et pour avoir aussi leur contribution pour améliorer ces projets de test avant que ces projets ne puissent être présentés pour adoption en Conseil des ministres. Le ministère en charge du commerce salue cette noble initiative qui renforce le tissu économique béninois. Ce ministère, de par la tutelle, doit veiller au respect des tests, au respect des décisions, à la validation, à l'homologation des décisions prises au niveau de l'institution et voir si la conduite de l'institution est conforme aux directives du gouvernement. Et c'est en ce sens que, suite aux perturbations intervenues, aux mésententes intervenues entre les élus et à l'impossibilité de renouveler les organes de gouvernance au niveau de l'institution, le ministère a pris ses responsabilités en informant à temps le gouvernement et en installant un administrateur provisoire
pour revoir l'ensemble des tests, de l'organisation, de l'institution, afin d'en faire une véritable institution consulaire au service du développement de notre nation et qui soit en adéquation avec la vision et la politique de l'État. Des réflexions qui vont se poursuivre dans les autres régions du Bénin pour des échanges fructueux. Le monde entier célèbre ce mercredi 17 juillet la justice internationale. Cette journée a été instituée pour marquer l'adoption du statut de Rome qui a créé la Cour pénale internationale en 1998. Et ce statut est entré en vigueur le 1er juillet 2002. La CPI se voulait être une juridiction chargée de juger les coupables de crimes divers et de génocide et autres à travers le monde. Mais aujourd'hui, plusieurs praticiens du droit reprochent à cette institution de ne juger que des leaders politiques africains. Ariane Da Silva et Samson Thiomon ont abordé le sujet avec Thierry Budouzo. Il est docteur en droit international public. On l'écoute. Du point de vue du droit, ces poursuites sont fondées. La CPI poursuit justement ses responsables politiques des États africains parce que ces États ont régulièrement ratifié le statut de Rome qui a créé la Cour pénale internationale. Mais d'un point de vue politique, on peut considérer que la CPI se comporte de la sorte parce que justement, elle n'a pas les moyens de poursuivre les ressortissants d'États considérés comme les plus forts. Et c'est pour cela qu'il y a un problème d'efficacité de l'action de la CPI justement. Elle a plusieurs carences. Je vais en retenir notamment deux. La première, c'est justement l'absence d'universalisme. Il faut souligner que la CPI évolue, fonctionne, mais son traité n'a pas été signé par la Chine, l'Inde, la Russie et surtout les États-Unis d'Amérique. Et en le disant, il faut aussi souligner que cette absence des USA n'est pas une absence passive, c'est une absence active parce que les États-Unis combattent encore ouvertement la CPI. Donc ça pose un problème d'efficacité de l'action de la CPI. La seconde carence, c'est justement son manque d'autorité. Parce que il y a une sorte d'anomalie dans le fonctionnement de la CPI aujourd'hui. La CPI peut être saisie par le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui peut d'ailleurs mettre fin à l'action de la CPI s'il estime que une telle action n'est pas favorable à la paix et à la sécurité internationale. Mais certains États membres permanents du Conseil n'ont pas ratifié le statut de Rome qui a créé la CPI. Donc on comprend mal que ces États peuvent initier une action auprès de la CPI ou encore mettre un terme à l'action initiée par la CPI ou encore le procureur. Et donc ça pose un problème évidemment d'efficacité. Et on peut aboutir à la conclusion selon laquelle le chantier de la justice pénale internationale est un chantier inabouti. Complètement parce que les éléments qui devraient nourrir la coordination d'un tel système ne sont pas réunis et encore moins ils ne sont pas en voie d'unification. Et c'est pourquoi la tendance aujourd'hui est beaucoup plus vers la mise en place de juridictions régionales pénales internationales. Et dans ce sens, l'Afrique sert d'exemple. Aujourd'hui, il y a un projet de mise en place d'une juridiction régionale pénale africaine avec la prévention d'une section pénale au sein de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. L'avantage, c'est qu'une telle juridiction peut éviter les suspicions de discrimination parce que justement, elle va s'appuyer sur les États directement concernés et elle pourra reposer sur une sorte de synthèse des droits locaux. C'était à l'instant Thierry Budouzo, il est docteur en droit international public. Il se prononçait à l'instant sur l'efficacité de la Cour pénale internationale. Parlons à présent des objectifs de développement durable avec le projet gestion de conventions relatives à l'environnement. Le processus se poursuit avec une série de conclaves. Ainsi, après les acteurs publics des ministères sectoriels, c'est au tour de la société civile de renforcer ses capacités
capacité. Il est question pour les participants de partager leur expérience sur les questions liées à l'environnement. Les différents acteurs réunis dans le cadre d'un atelier de renforcement de capacité proviennent des organisations non gouvernementales. Reportage. Les défis environnementaux du monde actuel ne laissent personne indifférent, pas même les acteurs de la société civile. Grâce au projet de renforcement des capacités nationales pour la gestion des conventions relatives à l'environnement, ils sont sensibilisés sur les expériences mises en route dans la gestion des questions liées à la protection de l'environnement. Vous le savez très bien, lorsque les sols sont dégradés, on ne peut plus faire l'agriculture vraiment de niveau satisfaisant. Or, l'utilisation des produits chimiques non contrôlés peut entraîner vraiment une telle catastrophe, ce qui n'est pas bien pour nous. Ces mêmes produits chimiques déversés dans les cours d'eau produisent des effets catastrophiques au niveau de l'écosystème, notamment les poissons et tout ce que nous avons. Donc, il faut que ces ONG-là, qui sont sur le terrain et qui sont en contact avec les populations, puissent cerner la vision de ce projet et qu'on établisse un lien permanent entre eux afin qu'on ait les feedbacks sur les actions concrètes qu'elles mènent sur le terrain. Le présent atelier intervient à la suite des concertations entre les cadres des différents ministères sectoriels. La présente rencontre est donc une occasion de partage et d'échange d'expériences dans la mise en œuvre des accords multilatéraux relatifs à l'environnement. C'est ce qui justifie la nécessité et l'importance d'impliquer tous les acteurs importants et clés que vous êtes dans ce processus. 2 jours de formation pour parachever le processus. À terme, les participants seront mieux aguerris dans l'élaboration des projets liés à l'environnement. Le Bénin accueille les assises de la 4e réunion annuelle des associations des femmes du secteur des mines et du pétrole de l'espace UEMOA. Les membres de Women in Mining of West Africa réunis à Cotonou ont pour mission de proposer des stratégies de dynamisation du réseau. Jean-Claude James et François Zinsou étaient à la cérémonie d'ouverture qui a eu lieu ce mercredi 17 juillet. Dans le secteur minier et pétrolier, elles ont leur mot à dire. En se retrouvant à Cotonou, ces femmes du réseau Women in Mining of West Africa, WIMOA, veulent s'attaquer à des préoccupations les concernant. Cette 4e réunion est là pour but essentiel de redynamiser le réseau parce que nous n'avons pas pu nous réunir depuis 2016. Il y a plein de mutations qui se sont produites dans le secteur minier. On se dit maintenant on mutualise nos efforts, on mutualise notre combat pour qu'il y ait au moins une émergence des femmes dans le secteur minier. Parce qu'en mine, c'est toujours des services d'appui qu'on donne aux femmes. Alors que toutes celles qui sont présentées aujourd'hui, là, ingénieurs, bien qu'on les emploie, un ingénieur d'exploitation ne peut pas rester à la maison ou dans un bureau, il faut qu'elle soit sur le terrain. Cette 4e réunion constitue l'une des nombreuses actions pour l'atteinte des objectifs poursuivis par les chefs d'État de l'Union dont le soutien est total. Convaincu de ce que la synergie des actions constitue une condition d'efficacité des politiques et stratégies de développement, je reste persuadé que la présente réunion annuelle s'inscrit dans le sens d'un appui à la mise en œuvre du nouveau code minier dont le processus d'approbation est en cours depuis un moment. Je voudrais pour cela vous rassurer que la commission de l'UEMOA, dont le leitmotiv actuel est l'institutionnalisation du genre dans tous les programmes de développement, sera à vos côtés et ne ménagera aucun effort pour vous accompagner dans votre démarche. Cette rencontre du réseau WIMOA dure 3 jours et va permettre l'élaboration du nouveau programme triennal. Rencontre B2B des experts en prélude à la table ronde de l'UEMOA, une rencontre de concertation du secteur privé et public pour le financement des projets du plan directeur de l'aménagement des corridors pour l'anneau de croissance en Afrique de l'Ouest. Occasion pour chacun des pays participants de présenter ses différents projets aux partenaires. Le Bénin fait partie des pays qui participent à cette séance de concertation organisée à Abidjan par l'UEMOA. Awa Sherif et Franck Bédinon ont interviewé le représentant des experts, Armand Sauton. D'abord, une chance au Bénin, n'est-ce pas, de participer à cette table ronde organisée par l'UEMOA en collaboration avec l'agence
japonaise. Il faut dire qu'au départ, le Bénin n'était pas associé à cette table ronde. Il y avait le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Togo qui étaient associés. Mais il s'est fait que comme le ministre des Finances étant président d'Assist du Conseil des ministres, il s'est imposé pour que le Bénin participe à cette table ronde. Il faut dire que cette table ronde concerne le corridor Burkina Faso-Bénin. Donc c'est impensable qu'on peut faire un travail comme ça, n'est-ce pas, sans associer le Bénin. C'est heureux aujourd'hui que nous soyons là avec 11 projets à hauteur de 2000 milliards. Notre première présentation a impacté les partenaires qui sont là, puisque nous avons des projets bancables qui ont déjà connu une étude préalable. De plus, vous savez, la destination Bénin est une opportunité pour tous les partenaires techniques financiers. Aujourd'hui, le Bénin, c'est un pays de paix, c'est un pays de démocratie, c'est un pays qui attire l'investissement. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on a présenté, franchement, avec tout ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, les gens sont intéressés pour venir à la destination Bénin. Il faut dire, nous avons un projet sur l'agriculture qui a impacté le public. Nous avons un projet sur l'énergie et aussi plusieurs projets sur le développement des routes. Mais ce que je note, dès notre présentation, dès notre arrivée à Abidjan, les gens sont pressés, n'est-ce pas, de découvrir le Bénin, de découvrir nos projets. Et je vous assure qu'à la fin de ces travaux, le Bénin va gagner. Comment renforcer les cadres en faveur du plaidoyer au profit des populations à la base? L'Association nationale des communes du Bénin a organisé un atelier de 4 jours pour leur donner les rudiments nécessaires. Plus de détails avec Marcel Betoro et Wenceslas Savoimon. L'une des prérogatives de l'Association nationale des communes du Bénin est la mise en œuvre des stratégies de plaidoyer des communes en faveur de la population à la base. Et pour réussir cette mission, des outils de défense sont donnés au cadre de l'ANCB pour mieux exercer leurs fonctions. Vous savez, l'ANCB en tant que fêtière des 77 communes du Bénin a pour âme essentielle le plaidoyer, mais aussi le lobbying. Les communes nourrissent beaucoup d'espoir quant à leurs préoccupations vis-à-vis de l'ANCB qui doit porter les dites préoccupations à la connaissance de l'État central. Et ceci ne peut se faire qu'à travers un plaidoyer. Et donc, nous affûtons nos âmes ce matin, et ceci sur 4 jours, pour mieux porter les préoccupations des communes vers le pouvoir central. Les attentes des uns et des autres au terme de cet atelier sont ici revisitées par le président de l'Association des communes du Bénin. Nous le voulons bien ancré dans les réalités du fonctionnement de la NCB. C'est pourquoi nous allons nous appuyer sur les compétences du secrétaire exécutif de la NCB et son expérience dans le domaine de l'enseignement par ailleurs pour conduire les 4 jours de travaux. Je ne doute point de vos compétences pour sortir de ce séminaire avec un dispositif cohérent de coordination et de mise en œuvre des actions de la NCB. Ce moment constitue aussi pour vous une opportunité de renforcement de vos capacités en matière de préparation et de défense des plaidoyers à travers des mises en situation. Des simulations de plaidoyer meublées par des exercices de jeu de rôle, 3 jours de formation pour permettre aux agents de l'ANCB de se fixer désormais sur leur mission. Le ministre du Travail et de la fonction publique, Adigatou Matisse, a présidé hier mardi 16 juillet 2019 la cérémonie de passation de charge entre le secrétaire exécutif sortant de l'Observatoire des fonctions publiques africaines OFPA et l'administrateur provisoire. Un événement qui vient à point nommé car il se déroule à une période où l'OFPA tente de prendre un nouvel élan après quelques années de dysfonctionnement. Estelle Dokbonou et Daniel Ada. C'est par cet acte que Prosper Kombéré passe le témoin à Bertin Kenom à la tête de l'OFPA. Pendant plus de 6 ans, le secrétaire exécutif sortant a tenu les rênes de cette institution. Je suis principalement animé de 2 types de sentiments. Dans un premier temps, je voudrais évoquer des sentiments mitigés pour n'avoir pas pu réaliser une partie de mon challenge. Toutefois, je suis en ce moment animé aussi de sentiments de satisfaction,
car notre désir de bien faire et l'accompagnement de certains États ont permis à l'OFPA de faire des avancées probantes. Après avoir salué la disponibilité dont a fait preuve Prosper Kambiré à la tête de l'OFPA, la ministre Adidjatou Matisse exhorte le secrétaire exécutif entrant à œuvrer pour la consolidation des acquis. Mais avant, elle n'a pas manqué d'évoquer quelques difficultés auxquelles est confrontée l'OFPA. Plus de 20 années se sont écoulées après la création de notre organisation à Cotonou, mais les attentes n'ont pas été comblées en dépit de multiples efforts déployés. Fort heureusement, cette situation critique a connu un épilogue avec la tenue de la 11e session de la conférence des ministres à Cotonou, grâce à la volonté du gouvernement du Bénin, monsieur l'administrateur provisoire. La situation ci-dessus décrite n'a pas sensiblement varié. C'est la raison pour laquelle, tout en vous adressant mes vives félicitations, je vous exhorte à faire preuve d'un engagement fort et de beaucoup de détermination, car le plus important reste à faire. Tout en rendant hommage à ses prédécesseurs pour les efforts consentis, Bertin Quenom réitère son engagement à relever les défis à venir. Je voudrais vous retirer toute ma disponibilité et mon engagement à mener les changements qualitatifs nécessaires pour relever ensemble les défis qui nous attendent. Je voudrais réitérer mes remerciements à vous tous ici réunis pour votre présence à cette cérémonie qui consacre ma prise de fonction et exhorte chacun d'entre vous à apporter sa pierre à l'édifice commun qui honore le Bénin. Au terme de la cérémonie, l'autorité en charge de la fonction publique a eu droit à une visite guidée des locaux nouvellement réfectionnés par le gouvernement en vue d'améliorer les conditions de travail. Venons-en à ce carnet noir de cette édition. L'ancien ministre d'État chargé du développement et de l'ancien président Boniaï est président de la commission de la CEDEAO, Marcel de Souza, n'est plus. Il est décédé à Paris des suites d'une crise cardiaque à l'âge de 65 ans. Retour sur le parcours de l'homme à travers cet hommage signé Ricardo Loekbekou. Il est parti. Comme un voilier qui passe dans la brise du matin et part vers l'océan, Marcel Alain de Souza a tiré sa révérence. Du haut de ses 65 ans d'âge, sa coque a toujours eu la force de porter sa charge humaine, du moins jusqu'à ce 16 juillet 2019. Ancien ministre d'État béninois du développement, de l'analyse économique et de la prospective, l'homme jouit d'un renom certain dans les milieux politiques et économiques du monde. Issu d'une grande famille de Ouida, Marcel de Souza est le neveu de feu Monseigneur Isidore de Souza, ancien archevêque de Cotonou, et le frère aîné de l'épouse de l'ex-chef d'État béninois, Boniaï. Sur l'échiquier politique national, Marcel Alain de Souza a été député sur la liste des forces Cori pour un Bénin émergent, président du Front républicain pour une alternative patriotique FRAPP, son parti politique. L'homme avait même présenté sa propre candidature à l'élection présidentielle de 2016, où il a recueilli 0,13% des suffrages. Ce cadre émérite est arrivé ensuite le 8 avril 2016, à la tête de la commission de la CEDEAO, après sa brillante nomination validée à l'époque par le président Patrice Talon. Marcel de Souza avait officiellement succédé au Burkinabé Kadri Désiré Ouedraogo. Dans une zone de 320 millions d'habitants répartis dans 15 pays, le nouveau patron de la commission de la CEDEAO réalisait bien l'immensité de sa mission. Une mission qu'il aura réalisée sans nul doute avec dévouement, abnégation et professionnalisme. Il n'avait d'ailleurs jamais cessé de nourrir le vœu de l'instauration d'une monnaie unique pour 2020. Pour lui, cette ambition n'est pas une utopie, hélas. Celui qui est venu à la tête de la commission de la CEDEAO en 2016 ne verra donc pas le rêve de la monnaie unique éco tel que acté par les chefs d'État et de gouvernement qui sera effectif en 2020. Un clin d'œil avec cette parution dans les kiosques et librairies Brindisop. C'est un recueil de poèmes, le tout premier livre du jeune écrivain béninois Ricardo Akpo. L'ouvrage a été présenté au public en fin de semaine écoulée sur le campus de l'École normale supérieure de Porto Novo. Guillaume Avienou, Pris Rumbo pour le reportage.
Un auditoire tout plongé dans l'interprétation de poèmes au lancement du Brin d'Hysope, un recueil de poèmes de Ricardo Akpo, produit aux éditions Solara. Brin d'Hysope assemble l'univers dans une bousculade de sensations savamment ordonnées. Une mélopée de plus de 140 pages, dessinant dans la métaphore contée par le verbe, donnant l'impression au lecteur de faire jaillir le beau. La terre et la mer ont gardé des secrets dans leurs entrailles et l'Hysope inspire ce chapelet de poèmes vivant à notre poète. Des magnifiques cantiques susurrant la beauté de la vie, aux hommages suaves à la femme, tout vient à point. Ricardo Akpo, étudiant en licence d'histoire et de géographie à l'École normale supérieure de Porto-Novo, grand admirateur de Victor Hugo et d'Alphonse Lamartine, désire du haut de ses 21 ans partager sa vision du monde et de la vie sous toutes ses formes avec Brin d'Hysope. Brin d'Hysope, fort le côté poétique et littéraire, c'est d'abord pour moi un livret de prières. Certes, l'écrivain écrit, mais il revient au lectorat d'en juger, d'en tirer ses propres conclusions. Le Brin, insignifiant et fragile, arbore alors dans ce livre la légèreté de la vie humaine remplie de souillures qui cherchent à être épuré par l'Hysope, et cela à travers une parfaite maîtrise de la poésie et de la versification. C'est un ouvrage pas des moindres parce que la qualité littéraire, la qualité artistique est de mise. C'est un choix de l'auteur de faire de la versification, mais c'est de la belle versification. C'est un respect absolu des règles de versification et de prosodie, et qui n'occulte pas le sens. Et c'est tout à l'honneur de l'auteur de pouvoir allier le fond et la forme avec cette remarquable habileté. Brin d'Hysope nous amène tout simplement à la découverte de fleurs jamais fanées dans un temps figé. Un autre carnet noir, mais à l'international cette fois-ci. L'artiste sud-africain Johnny Clegg est décédé ce mardi des suites d'un cancer de pancréas. Johnny Clegg aura été surtout la voix musicale de la lutte anti-apartheid. Lune Aïka Bazaou revient ici sur le parcours de ce musicien d'exception. Johnny Clegg n'est plus. Le Zoulou blanc s'est éteint ce mardi à l'âge de 66 ans à Johannesburg, en Afrique du Sud. De son vrai nom Jonathan Clegg, il est surtout connu pour sa célébrissime chanson Asimbonanga, datant de 1987 et dédiée à la lutte anti-apartheid et plus particulièrement à l'icône de ce combat, Nelson Mandela. Asimbonanga signifie en zoulou « Nous n'avons pas vu Mandela » à l'endroit où on le retient prisonnier. Né au Royaume-Uni d'un père militaire d'origine britannique et d'une mère zimbabwéenne, chanteuse de jazz, Johnny débarque à l'âge de 7 ans dans une Afrique du Sud où la minorité blanche règne en maître absolu sur la majorité noire. Il est initié aux cultures locales par son beau-père, un journaliste sud-africain. Sa mère s'étant remariée. Il découvre ainsi les danses et mélodies zoulou et s'invite secrètement pour danser avec les troupes traditionnelles. L'homme qui regrettait de ne pas être noir est un musicien engagé qui a été arrêté à plusieurs reprises aux pires heures de l'apartheid. À l'époque, ses chansons étaient censurées et ses concerts interdits. Le leader des groupes Juluka et Savuka est marié depuis 30 ans à Jenny, mère de ses fils Jeron et Jesse. Johnny Clegg, conscient que le cancer dont il souffrait allait finir par l'emporter, s'est lancé depuis 2017 dans une tournée internationale d'adieu. Il rend l'âme ce 16 juillet 2019, laissant des millions de fans inconsolables de par le monde. Autre info à l'international, au Soudan, l'accord de partage du pouvoir est désormais formalisé. Obtenu le 5 juillet entre les protagonistes civils et militaires, il devrait encore être rédigé et signé et c'est désormais chose faite. Suivons les explications avec James William Bagidi. Ils l'ont enfin signé.
L'accord de partage du pouvoir entre les militaires et les meneurs de la contestation civile au Soudan attendait depuis le 5 juillet dernier, date de son obtention, d'être formalisé. Et c'est le général Emeti, numéro 2 et homme fort du Conseil militaire de transition, chose rassurante, qui est venu le signer en personne au nom du régime. Conclu sous l'égide de l'Union africaine et de l'Autorité intergouvernementale pour le développement, l'organisation sous-régionale, cet accord prévoit un partage presque équitable du pouvoir entre les protagonistes. Il doit se concrétiser par la mise en place d'un organe de transition qui va gérer le pays durant plus de 3 ans. Les 21 premiers mois seront sous la conduite des militaires, tandis que les 18 suivants seront à l'actif des civils. Les responsabilités seront également partagées de manière équitable au sein d'autres organes, comme un parlement de transition dont la mise en place est prévue. C'est surtout la question de l'immunité réclamée par les militaires pour la répression des manifestations à travers le pays qui a retardé la signature formelle de l'accord. De même, une tentative supposée de coup d'État déjouée selon les mêmes militaires a conduit à reporter de plusieurs jours cette cérémonie. Mais la poignée de main est là. Le symbole est fort. Reste à savoir si les effusions de joie suscitées dans les rues le 5 juillet dernier à l'annonce de cet accord tiendront dans la durée. Ceci met un terme à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Très bonne soirée à chacun.